た少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。À l'été 1946, un croiseur bâton double pavillon passa à nouveau au large de l'île et l'un des naufragés se pressa sur la plage pour lui faire de grands gestes. L'homme était marié et père de famille et voulait rentrer chez lui, las de cette aventure sans lendemain et très sceptique quant au discours du couple impérial local. Mais l'un des pêcheurs le vit et en informa Maeda immédiatement. Ce solide gaillard des mers, barbu et musculeux, se nommait Senda Kiyoshi, et vous le verrez, nous ne tarderons pas à en reparler. Ivre de colère et d'alcool de palme, le sous-off fit immédiatement arrêter l'individu et tous se cachèrent pour échapper à la vigie du croiseur qui, après avoir mouillé une petite heure, repartit sans envoyer de chaloupe. L'imprudent fut questionné et accusa le chef autoproclamé de l'île de leur mentir et sa femme de les manipuler tous. Voyant que certains hommes semblaient troublés par ce discours, Maeda improvisa une cour martiale avec les quelques soldats qui restaient et traduisit le malheureux devant elle, le condamnant à mort, à l'unanimité. Il fut conduit au point de surveillance où était installée la mitrailleuse et placé contre un arbre. C'est le mitrailleur impérial qui fit feu, envoyant 3 cartouches à travers le corps du contrevenant. Il fut lui aussi confié à l'océan et la princesse récupéra sa ceinture à boucles de cuivre sur réquisition de son homme. Loin des intrigues de Hanatahan, le monde se remettait doucement des années de chaos qu'il venait de traverser et de nouveaux gouvernements d'occupation se mettaient en place dans les pays de l'Axe. Au Japon, le général MacArthur ménageait les susceptibilités de tous et supervisait le maintien de l'empereur sur le trône du chrysanthème tout en tentant d'épurer l'administration de façon plus douce qu'en Europe. Quant aux frontières, elles se dessinaient tout doucement, et les anciens pays annexés par le Japon retrouvaient leur indépendance ou étaient placés sous la tutelle de l'un des gagnants du conflit, changeant juste de maître. L'Indochine rendue à la France plongeait peu à peu dans la guerre civile, la Corée connaissait ses premiers troubles et la jeune ONU tentait autant que faire se puisse de retrouver les traités d'avant-guerre pour rendre leur territoire aux différents pays. Mais les États-Unis entendaient bien récupérer un maximum d'espace et ouvrir grand leur territoire sur le Pacifique et revendiquer le chapelet des Mariannes de Guam à Iwo Jima, refusant aux autochtones l'indépendance qu'ils demandaient. Les Nations Unies étaient donc en train de plancher sur ce problème de droit international et notre bel îlot volcanique se retrouvait donc, pour un temps, hors de tout contrôle officiel et donc encore plus coupé du monde. Maeda tenait dorénavant la petite communauté sous coupe réglée et commençait à vouloir instaurer un peu plus de discipline militaire. Malgré les vêtements qui s'usaient et partaient même en lambeaux pour certains, il exigeait que tous se tiennent propres et faisait repriser chemises et pantalons par Kazuko qui ne goûtait que peu aux tâches ménagères. Par précaution, il avait fait confisquer les couteaux que 5 des naufragés portaient en arrivant. Depuis l'exécution capitale, le chef avait un peu peur d'une rébellion et d'une fin tragique, alors pour se faire obéir et respecter, il avait conditionné 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années, plus influençables que les autres et assez costauds. Eguchi Genkei était mécanicien et partait rejoindre une unité combattante à Okinawa avant d'être mobilisé pour la mission naufrage, et Ota Kento, un peu plus âgé, avait été boucher puis ouvrier d'armement avant d'être envoyé par le fond. Le sergent ne se déplaçait plus sans eux et leur avait remis les couteaux pris aux autres ainsi qu'un long bâton comme ceux que portaient les policiers. Certes, la paix régnait sur l'île, mais quelques décisions faisaient grincer des molaires, comme celle, par exemple, d'interdire l'alcool. Enfin, pas pour tout le monde, le sous-officier avait fait charger discrètement les dernières bouteilles d'alcool local dans sa maison et, pour l'exemple, on avait vidé 2 ou 3 sur le sol, promettant le bâton à celui qui en boirait encore et la mort à celui qui voudrait embrasser. Il demanda au marin Sanda d'aller briser le matériel de brassage, mais celui-ci n'en fit rien. Kazuko, elle, ne s'amusait plus.
Maeda la retenait presque prisonnière et elle voyait bien que son influence sur la communauté baissait de jour en jour. Son influence, peut-être, mais pas l'effet qu'elle faisait aux hommes de l'île lorsqu'elle se montrait dans le plus simple appareil, dans son bain ou sur la plage. Alors, profitant des rondes de son militaire de nouveau mari, elle s'était arrangée de petites balades dans la crique, non loin de l'endroit où œuvraient les pêcheurs. Elle avait repéré Sanda, le grand marin barbu et costaud, et voyait bien qu'il la regardait avec un air différent des autres. Alors dès qu'il était là, elle venait prendre un bain de mer, nue, le plus près possible de l'endroit où il relevait ses filets. Jour après jour, ils se rapprochèrent et consommèrent la passion qui les dévorait en se cachant du reste du monde. Certes, leur monde était bien petit, mais il y avait des yeux à éviter. Sanda, amoureux et déterminé par nature, pensait déjà au coup d'après, stratégiquement je veux dire, et pensait au meilleur moyen de se débarrasser du chef et de ses 2 chiens de garde pour se rapprocher de sa belle, mais aussi pour rigoler un peu. C'est un nouveau coup de chance qui fit basculer la vie de toute l'île à l'automne 1946. Après qu'il patrouillait dans la forêt haute, dans le cratère du volcan Met, Sanda, 4 hommes et Kazuko, qui avaient eu l'autorisation d'y aller pour trouver des herbes médicinales, firent une trouvaille extraordinaire. Chassant le cochon sauvage et les oiseaux, ils aperçurent une grosse masse dans les arbres et reconnurent vite la silhouette d'un avion. C'était un B-29 américain sans doute abattu par l'aviation japonaise au début de la guerre et tombé là dans l'indifférence générale. La nature reprenait ses droits et la carcasse était envahie de lianes et de mousse, mais les hommes se hissèrent à son bord. Quelques vêtements encore portables ou même des conserves ou des outils seraient les bienvenus. Kazuko trouva un parachute de soie qu'elle s'alloua immédiatement pour s'y tailler des robes. Un des compagnons de chasse trouva une petite trousse à outils presque garnie et Sanda, le squelette d'un homme qui n'avait pas eu le temps de sauter et était toujours sanglé à son siège. Mais ce squelette avait quelque chose de très intéressant à la ceinture, un revolver Smith & Wesson M 1917 calibre 45 et un ceinturon garni de cartouches. Il s'en saisit et comprit bien l'usage qu'il pourrait en avoir une fois rentré au campement. En fouillant les malles et recoins de l'épave, il en trouva un second avec sa ceinture de munitions et 2 boîtes de cartouches, presque pleines. L'un des petits coffres qu'il fouilla lui permit même de trouver une bague sans doute oubliée ou cachée par un soldat qui comptait demander sa belle en mariage une fois le bazar terminé. Sanda l'offrit à Kazuko et lui demanda de devenir sa femme. Les yeux pleins d'étoiles, elle accepta et, désignant le revolver à sa ceinture, lui demanda de la libérer de ses engagements. La petite troupe d'explorateurs rentra au campement et se garda bien de parler de la découverte faite dans l'avion, se contentant de montrer les outils et les pièces de tissu découpées dont ce qui pouvait être sauvé. Le lendemain matin, Sanda et 6 de ses acolytes se présentèrent devant la maison et hélèrent le sous-officier qui sortit, l'air étonné de se faire interpeller de façon aussi triviale. Le grand marin se tenait là, l'arme au poing et l'air déterminé. Derrière lui, ces hommes, une bouteille d'alcool à la main et un bâton épointé dans l'autre, semblaient vouloir, eux aussi, en découdre avec le tyran. Sanda hurla à Maeda que la dictature était terminée sur l'île et qu'il devait quitter la maisonnée Higa pour être jugé pour ses crimes par un tribunal populaire et improvisé. En entendant ce remue-ménage, Egoti et Ota, les 2 chiens de garde du sergent, pointèrent leur museau, couteau à la main et air décidé. Sanda, les voyant débouler en sa direction, pointa son arme sur Egoti, le mécano, et lui tira une balle en plein ventre. L'homme s'écroula en hurlant de douleur et lâcha son couteau. L'un des hommes de Sanda sauta sur l'arme blanche et s'en saisit, la plantant dans le cou du soldat agonisant. Voyant cela, Maeda ordonna à Ota, son dernier garde encore vivant, de les attaquer et de le défendre immédiatement. Un peu hésitant, l'ancien boucher menaça Sanda de sa baïonnette et essaya de le raisonner. Ce dernier lui proposa de rejoindre ses rangs et de laisser tomber le vieux sous-officier tyrannique qui abusait de son autorité, mais trop habitué à recevoir des ordres ou embrigadé par Maeda, il leva la main brandissant sa lame et tenta d'en frapper Sanda, qui répliqua immédiatement en lui logeant une balle de 45 en pleine tête. Le sergent resta figé, stupéfait par ce qui venait de se passer.
On lui ordonna de lever les mains en l'air et il fut conduit dans une cage qui servait d'ordinaire à enfermer les cochons sauvages capturés pour les repas. Kazuko avait assisté à la scène avec le sourire une fois de plus. Tout se passait comme prévu et c'était bien elle qui tirait les ficelles dans la petite communauté insulaire. Les 2 corps furent jetés à la mer et les hommes burent beaucoup pour fêter cette libération et le début de ce qui ressemblait encore à une nouvelle ère sur Anatahan. Les amants officialisèrent leur union et s'installèrent ensemble et le procès de Maeda fut fixé au lendemain. Après de longues discussions, il s'avéra que certains hommes de ceux que l'on n'entendait pas souvent étaient favorables au sergent et au maintien d'un certain ordre militaire sur l'île. Ils parlèrent beaucoup de la guerre qu'ils pensaient tous ne pas être terminée et émirent l'idée d'une communauté militaire indépendante. Senda et le vieil homme qui présidait ce tribunal demandèrent son avis à Kazuko. La reine des abeilles pensait qu'il fallait épargner Maeda pour ne pas poursuivre le massacre et proposa de le bannir. L'île n'était certes pas très grande, mais elle faisait tout de même 9 km de long sur presque 4 de large, ce qui permettait de fixer une frontière à ne pas dépasser tout en laissant aux autres un minimum d'espace. 5 hommes demandèrent à rejoindre la nouvelle colonie militaire du nord de l'île et il fut décidé que cette petite troupe s'installerait près du promontoire qui servait de vigie et où la mitrailleuse avait été installée. Les hommes de Maeda seraient autorisés à visiter le camp de temps en temps pour donner des nouvelles, des observations stratégiques, mais toute incursion de Maeda au-delà de la limite fixée entraînerait une exécution immédiate. De la même façon, si le sous-officier cherchait par un moyen ou un autre à reprendre le pouvoir, il serait descendu sans autre forme de procès. Les 2 groupes se séparèrent et une nouvelle ère commença. Une nouvelle exploration de la carcasse du B-29 avait permis de trouver 2 autres parachutes avec lesquels Kazuko avait confectionné des chemises et des shorts à sa petite cour, et ils avaient même trouvé un shamisen, cet instrument japonais à 3 cordes qu'un des soldats américains avait dû ramasser en souvenir de l'une de ses compagnes. Noguchi Ayumu, l'un des compagnons de la petite troupe de Kazuko, et lui aussi fou amoureux d'elle, ont joué fort bien et comme le brassage de palme et de copra avait repris plus que jamais, l'année 1947 fut celle de la fête, de la musique et des beuveries. Senda était aux ordres de sa princesse qui réglait la vie de son côté de l'île, imposant à tous de s'amuser et surtout de lui rendre hommage. En quelques mois, elle avait acquis un véritable statut de reine et régnait sur ses sujets. Quelques petits tours faciles qu'elle avait appris avec sa tante dans les bordels d'Okinawa pour mieux plumer le pigeon lui permettaient de faire croire à quelques talents de divination, du mentalisme avant l'heure, et tous la voyaient comme une espèce de demi-déesse marine. Elle prenait amant comme bon lui semblait et Senda s'était fort bien accommodé de cet état de fait, bénéficiant lui aussi du fruit de la chasse ou de la pêche des prétendants au bras de madame qui ne couchait pas bénévolement. De son côté, Maeda regardait l'horizon, levait les couleurs chaque matin et croyait toujours en la victoire à venir du Japon. Il réprimandait ces hommes qui avaient eu le tort de ramasser une bouteille d'alcool du village ou avaient oublié de saluer le drapeau et maudissait maintenant la petite reine et sa cour décadente qui faisait honte au Japon éternel. Le temps passant, la vie sur l'île d'Anatahan ressemblait à une fête sans fin. La reine des abeilles prenait amant lorsque bon lui semblait et son pileux compagnon, peu regardant sur la fidélité de sa princesse, collectait les biens nécessaires à une nuit d'extase avec la belle. Au début de l'année 1948, 2 jeunes gens émoustillés par les charmes de la belle et qui espéraient bien passer une folle nuit à ses côtés se retrouvèrent en compétition ayant chacun quelque chose de valeur équivalente à lui offrir et des charmes en tous points équivalents. Alors la souveraine insulaire eut une idée pour les départager et mettre un peu de piment dans cette routine festive. Pourquoi ne pas organiser un combat entre les prétendants, le plus fort remporterait ses faveurs. Le soir même, les 2 coqs, le cœur plein d'amour et le ventre plein d'alcool, se retrouvèrent sur la petite place qui faisait face à la maison et s'installèrent dans un cercle que l'assemblée assoiffée de sang avait tracé.
Tout le monde était là et Kazuko trônait, dans le sens littéral du terme, en haut du grand siège de bois que son champion de mari lui avait confectionné. Encouragés par la bande d'ivrognes bruyants et une reine déjà passablement éméchée, les deux hommes commencèrent le combat. Vigoureux et déterminés, les coups pleuvaient et les visages se marquaient sans qu'aucun vainqueur ne ressorte vraiment. C'est Senda qui eut à son tour une idée pour pimenter le tout. Lassé par ses beignes à répétition qui ne menaient à rien, il attrapa 2 couteaux et les jeta dans l'arène. C'est le plus vif d'entre eux qui se jeta sur les armes en premier et se saisit des 2. En un instant, il se redressa et ficha les 2 lames dans la gorge du malheureux qui était resté planté là, stupéfait. Il s'écroula en poussant un râle sinistre qui se finit en gargouille. Il était mort pour le compte. Tous se mirent à crier de joie et à féliciter le vainqueur et Kazuko descendit de son trône pour l'embrasser, puis le conduire dans sa demeure. La nuit se passa à boire et à chanter tandis que la veuve noire consommait sa nouvelle proie sous les yeux de son mari, Goguenard. Le seul à se préoccuper de cette situation était le vieil homme qui, à chaque nouveau mort, s'occupait du salut de son âme et lui dressait une stèle ou un mémorial près de la crique, là où il avait dressé un autel shinto pour, disait-il, essayer de garder un semblant de religion dans ce groupe humain à la dérive. Pas qu'il n'ait eu lui aussi quelques désirs pour la fougueuse Kazuko, non. Il savait qu'il était faible et que la belle ne manquerait pas de le tenter si elle avait besoin de lui pour quoi que ce soit. Alors il essayait d'être là quand elle recevait un nouveau prétendant, tentant de dissuader toute cette bouillonnante jeunesse de se trucider pour un instant de volupté. Noguchi, le joueur de shamisen, était d'ailleurs de plus en plus pressant et, fort du charme animal du joueur d'instrument, se mit à donner des leçons de musique à madame. Chaque jour, il venait enseigner le maniement de ce drôle de petit luth à 3 cordes et passait un long moment avec Kazuko, le plus souvent sous le chaperonnage de l'ancêtre qui veillait au grain. Mais la vertu de la belle étant aussi infranchissable que la ligne Maginot, Noguchi ne tarda pas lui aussi à pincer autre chose que des cordes. Senda, de son côté, commençait à se sentir un peu las de cette autorité nouvelle que lui conférait la possession d'une arme à feu et de la seule femme de l'île. Sans doute que l'une comme l'autre commençait à lui peser et qu'il aspirait plus à la fête qu'à la gestion toute relative de cette petite société. Dans un élan de délégation, il nomma 2 de ses meilleurs amis, jeunes et impétueux, mais aussi, en apparence, un peu moins poivreaux que les autres, responsables de la sécurité de leur communauté et leur donna les revolvers ainsi que toute autorité quant à la bonne marche des lieux. Pour faire court, il devait faire en sorte que personne ne tente d'alerter un éventuel bateau de passage, que Maeda ne franchisse pas la frontière et que la reine soit protégée des malfaisants. Les 2 jeunes gens, enfouraillés et pleins d'entrain, se sentirent alors pousser des ailes et de nouvelles ambitions. Cette nouvelle autorité n'échappa pas à Kazuko qui se mit à les remarquer, les ayant jusqu'alors rembarrés à cause de leur jeune âge. Dès lors, les patrouilles sur la côte, mais surtout en forêt, se virent agrémentées de la douce présence de la belle qui exultait de se voir courtisée par les 2 Godelureaux. Un peu lassée par les grandes fêtes et les banquets quasi quotidiens, elle se mit à presser ses 2 courtisans de lui organiser de petites rencontres à 3, en précisant bien qu'elle adorait les langoustes, le crabe et l'alcool de palme sans copra, celui que son homme se réservait. En effet, Senda, soucieux de protéger son image de mâle dominant, n'aimait pas l'alcool que brassaient ses gars avec de la chair de coco et les fruits du palmier car il le trouvait trop doux. Alors, il se faisait confectionner un breuvage spécial tiré du seul palmier et distillé grâce à un bricolage astucieux du vieil homme qui, visiblement, n'était pas moine dans sa vie d'avant. Ce breuvage à plus de 30 degrés lui était réservé et il en buvait volontiers jusqu'à ne plus pouvoir tenir debout, s'écroulant sur son lit ou, plus souvent encore, là où il était. Alors, profitant des ébriétés comateuses du chef, les 2 coquins volaient quasi quotidiennement 2 ou 3 bouteilles du dit breuvage, allaient prélever quelques langoustes et quelques crabes dans les casiers et aménager un petit coin tranquille pour y festoyer avec leur belle. Après quelques semaines, et bien incapable de choisir, elle se donna aux 2. Senda, certes confit dans l'agneau, avait remarqué que ces 2 lieutenants n'étaient plus très présents et patrouillaient de moins en moins, mais surtout, lors de ces moments de lucidité, que ces précieuses bouteilles disparaissaient anormalement.
Alors discrètement, il se décida à suivre les garçons et à tirer ces mystères au clair. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir le poteau rose et assister, caché derrière un buisson, aux agapes des 3 lurons qui se repaissaient de fruits de mer, buvaient son précieux nectar et jouaient à la bête à 3 dos. Que les foutriquets s'envoient sa femme passe encore, mais qu'ils boivent son ratafia, hors de question. Le lendemain, alors qu'il préparait une dramatique pour confondre les félons, il fut appelé par Maeda pour parler d'un problème stratégique urgent après l'observation de navires américains au large de l'île. Il informa sa douce qu'il partait pour la journée et resterait peut-être tard. Une telle aubaine ne pouvait se manquer, alors Kazuko convia ses 2 galants à venir chez elle, où il serait plus confortable pour profiter des plaisirs de ce monde. Ils burent et mangèrent une bonne partie de la journée, ne pensant plus au retour probable du mari. Senda, lui, se rendant compte que la menace américaine n'était pas à leur porte, rentra plus tôt que prévu, comme dans les meilleurs vaudevilles. Entendant du bruit, il se hissa et ouvrit un petit pan de mur en natte de coco pour observer la situation. Mais l'un des garçons le vit et, d'un bond, sortit de la maison et poussa vigoureusement son chef en l'insultant et en le traitant de voyeur. L'alcool et l'amour font perdre tout sens de la hiérarchie. Senda essaya d'agripper le malotru, mais celui-ci, plus jeune, le repoussa et sortit le couteau qu'il portait à la ceinture. Il renversa son boss sur un hamac et lui enfonça la vieille lame dans l'abdomen jusqu'à la garde. Le mari poussa un dernier soupir, c'en était fini de lui. Kazuko avait assisté à la scène et souriait, et décidément sur cette île, le spectacle était permanent. Le meurtrier poussa le corps de Senda au sol et attrapa une bouteille neuve dans la grande malle où il les cachait, juste sous la maison. Il en descendit la moitié d'un trait et hurla à qui voulait l'entendre que Kazuko était à lui maintenant. Resté seul à l'intérieur avec son autre galant, plus réservé et moins exubérant, la belle ne goûtait guère ces manifestations bruyantes et cet homme qui s'attribuait sa seule propriété. Elle embrassa l'autre garçon et, lui demandant de régler le problème de son compagnon tapageur, attrapa le second revolver resté sur la table et le lui tendit. Lorsque l'assassin remonta, son camarade pointa les 2 armes dans sa direction et lui expliqua clairement que non, la reine des abeilles avait choisi un autre bourdon et qu'il allait lui falloir trouver un autre toit. Dépité, il tourna le dos et prit la sortie en rouspétant, mais avant qu'il n'ait eu le temps de mettre un pied sur la première marche, il reçut 2 balles dans le dos et s'écroula, mort. Le vieil homme, entendant les coups de feu, arriva et vit les 2 corps allongés face contre terre. Pour ne pas ajouter du chaos au chaos, il dit aux gens qui arrivaient que les 2 hommes venaient de s'entretuer pour une histoire de bouteille et ainsi sauva le jeune meurtrier et Kazuko de possibles représailles d'hommes qui, quoi qu'il en soit, appréciaient beaucoup Senda, le marin bourru. Ils furent inhumés dans la crique, là où l'ancien avait installé le sanctuaire. Exceptionnellement, Maeda et ses hommes furent autorisés à venir assister aux obsèques et purent même rester un moment. Un 10e homme venait de mourir et il était peut-être temps d'enterrer la hache de guerre entre les 2 camps. Le sous-officier et ses gars purent réintégrer la petite communauté à condition de ne pas interférer dans la vie publique et, précision spéciale pour le soldat, de ne pas tenter de récupérer celle qui fut sa compagne. L'an 1948 se termina et l'essaim de Hanatahan entra dans sa 5e année de survie. Le 29 avril 1949, toute la population de l'île s'était rassemblée pour célébrer le 48e anniversaire de l'empereur Showa et adresser une prière aux dieux pour la victoire du Japon, qui ne devait plus être très loin, et une longue vie au souverain bien-aimé qui menait le Japon éternel vers des horizons de gloire. C'est Maeda, peu à peu sorti de sa situation de bannissement par un comportement beaucoup moins martial qu'auparavant, qui présidait la cérémonie et chanta l'hymne national, faisant reprendre sa petite troupe en chœur. Le temps était long sans nouvelles de la mère patrie, mais tous croyaient en un écrasement imminent de l'ennemi américain par les troupes vaillantes menées par le redoutable Tojo Hideki, que Maeda vénérait plus que tout. Il n'est un secret pour personne que suite aux défaites répétées dans le Pacifique Sud, notamment à Saipan, Tojo avait été débarqué par l'empereur lui-même en 1944 avant d'être pendu par le tribunal de guerre de MacArthur en 1948 pour crime de guerre. Nous reviendrons peut-être un jour sur cet épisode de l'histoire du Japon, mais pour l'heure, contentons-nous de rappeler que nos protagonistes n'avaient aucune idée de ce qui se passait au-delà de leur ligne d'horizon.
Les naufragés de Hanatarhan ne furent d'ailleurs pas les seuls à attendre cette victoire inéluctable de leur pays et à défendre à tout prix le petit poste avancé que leur hiérarchie leur avait confié. La guerre terminée, on en compta des centaines répartis sur des îlots reculés sur un océan aussi vaste que put l'être l'Empire du Japon. Tout le monde connaît l'histoire du lieutenant Onoda Hiro, retrouvé en 1974 sur l'île de Lubang aux Philippines et qui refusait de se rendre tant que son supérieur direct ne lui en donne l'ordre. Un film très dispensable a d'ailleurs été réalisé sur sa vie en forêt en 2021 et qui finit par rentrer chez lui après presque 30 ans de solitude, fusil à la main et drapeau au mât. Mais son cas fut loin d'être unique et l'on peut citer également le première classe Akatsuyuchi qui continua le combat jusqu'en 1950, sur l'île de Lubang également, tendant des embuscades aux Américains isolés qui passaient par là et leur échappant sans cesse. Le première classe Kozuka Shinichi, qui fut tué par la police philippine en 1972 alors qu'il attaquait ces derniers, venus dans la jungle où il se cachait pour rechercher une enfant disparue. On peut également citer des dizaines de bataillons et groupes de soldats abandonnés sur des îlots perdus et qui ne furent informés de la fin de la guerre que des années, voire des décennies plus tard. En dernier exemple, je citerai les 9 survivants d'un bataillon envoyé sur la petite île de Morotai en Indonésie avec une pièce d'artillerie et qui se battra jusqu'à sa reddition en 1956, descendant tous les avions qui ne battaient pas pavillon de guerre japonais, c'est-à-dire l'ensemble d'entre eux. Comme pour beaucoup de ceux que l'on a appelés les Anryo Nipponhei, ces soldats oubliés, les traînards, il a souvent fallu que ce soit une délégation japonaise faite d'anciens officiers de l'armée impériale qui viennent demander la reddition des derniers résistants. Et dans la plupart des cas, le choc d'apprendre la défaite du Japon fut plus grand que les années de survie passées dans la jungle. Mais revenons à notre petite communauté humaine de Hanatarhan. La reine des abeilles avait choisi son nouveau roi qui était bien loin de l'idée que Senda s'en faisait. Brutal et alcoolique, il se pavanait maintenant avec ses 2 revolvers aux côtés en guise d'avertissement et ne manquait pas d'embrasser goulûment sa douce compagne devant tout le monde pour bien affirmer sa position. Cette année 1949, encore plus que celle d'avant, fut celle des fêtes ininterrompues et des excès en tout genre. Kazuko se promenait le plus clair de son temps en sous-vêtements ou robe très courte faite de filasse de coco et provoquait bien volontiers les hommes de la communauté pendant les soirées très arrosées, provoquant l'ire de son compagnon. Les bagarres étaient fréquentes et la souveraine en tirait une grande satisfaction. Lorsque son homme entrait dans des colères homériques suite à des avances un peu insistantes d'autres hommes, elle conseillait une bonne bagarre dans l'arène pour régler tout cela. La vue des 2 calibres 38 écourtait alors souvent les conflits. Le bourdon calibré était soûl du matin au soir et du soir au matin et sa tendre épouse en prenait elle aussi le chemin. Les derniers travailleurs de l'île se concentraient sur la production agricole, il fallait bien nourrir et abreuver toute cette petite troupe, et particulièrement sur la culture de la patate douce. L'un des naufragés, paysan à Kyushu avant la guerre, avait réussi à trouver des pieds de ce tubercule planté à leur arrivée par les Higa et à en produire régulièrement de belles quantités. Cela nourrissait bien sûr la population, mais permettait aussi de distiller un shochu à 40 degrés qui faisait le régal de tous, mais chauffait aussi très vite les cœurs et les esprits. Maeda, lors des beuveries quotidiennes, voyait son ancienne compagne se déhancher sur les tables au rythme de la musique et repensait à l'époque où il passait des nuits torrides avec elle, se demandant si ce temps-là ne pourrait pas revenir. Mais lorsqu'il voyait les yeux lubriques du sous-officier se poser sur sa femme, le compagnon pointait ses armes sur lui et lui faisait bien comprendre que sa vie ne tenait qu'à un fil. Un homme, Ueda Shinzo, était lui aussi fou amoureux de la belle. À l'époque de Senda, il avait pu, contre quelques richesses locales et des œillades bien dosées, connaître l'extase avec la belle le temps de quelques nuits sans lune, mais le nouveau chef était loin d'être aussi arrangeant et beaucoup plus vindicatif. Ueda était un ancien ami de Higa, le défunt mari de Kazuko, et non pas Higa lui-même, comme raconté dans le roman et le film de 1953. C'est un soir de septembre 1949 que tout bascula à nouveau. Ce soir-là, une fête avait lieu, il n'y avait rien de particulier à célébrer, mais l'alcool et la musique trompaient l'ennui, et tous aimaient se repaître des danses suggestives de la reine après quelques bouteilles de gnôle. Et à cette fête, l'alcool coulait à flot.
La viande saoule se traînait comme elle pouvait et Kazuko dansait en sous-vêtements et une bouteille à la main pour le plus grand plaisir de tous, sauf de son cher ange. Maeda la fixait avec des yeux de merlan frit et Ueta se collait à elle, prenant part à la danse et lui faisant comprendre son désir de façon explicite. Amusé et sans doute intéressé par l'offre, Kazuko se collait à lui et entretenait cette flamme physiquement palpable. La chair est faible. N'y tenant plus, le grand chef se leva d'un bond et attrapa sa moitié par le bras, la faisant tomber de la table. Il lui donna une sonnante paire de gifles et la traîna jusqu'à leur cabane, menaçant les autres de son arme. Arrivé dans la demeure, il la frappa à nouveau et la jeta par terre, l'insultant et la traitant de tous les noms. Ueta, révolté par cette attitude et toujours plus amoureux, avait gagné de la confiance au fur et à mesure que son alcoolémie augmentait. Il attrapa un grand couteau sur la table et se dirigea vers le palais royal. À l'intérieur, l'homme avait arrêté de hurler et expliquait maintenant comment il allait se faire respecter de tous en faisant régner la terreur. Il comptait abattre quiconque se mettrait sur son passage et lui promettait une vie de reine. Il délirait sur le projet de créer une société dirigée par lui qui pourrait s'autoproclamer roi de Anatahan et elle, sa reine qui régnerait sans partage. Ueta approchait de la cahute et entendit ce discours délirant en jetant un coup d'œil à travers le petit regard de natte de coco. Il vit que l'homme était assis contre le mur du fond, fait du même matériau léger et souple. Il se glissa derrière la cabane et voyant le dos de son ennemi former une courbure de l'autre côté du mur, il planta son couteau à plusieurs reprises en hurlant. Un flot de sang imprégna les nattes de fibres et l'homme s'effondra. Ueta monta d'un bond dans la maison et se saisit des 2 revolvers qui trônaient sur la table. Il traîna le corps du tyran et le jeta à bas des pilotis. Kazuko descendit et traversa la fête qui s'était arrêtée brutalement. Elle regarda tout le monde d'un air dépité et coupable. Ueta, une arme à la main et l'autre dans sa ceinture, la prit par le bras, la tira à lui et l'embrassa devant tous pour bien poser la nouvelle réalité à venir. Puis il l'entraîna vers la jungle, là où il avait construit sa hutte. Le lendemain, le vieil homme et Maeda énumèrent le 11e mort dans ce cimetière qui s'agrandissait bien trop vite. Une fois encore, les cartes étaient rebattues sur la petite île de Anatahan.